Bonjour tout le monde. On laisse quelques secondes, minutes pour que les gens puissent se connecter à nous. Euh, je vais quand même débuter en vous souhaitant la bienvenue à notre nouvelle série de conférences en ligne de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Je suis Geneviève Pagé, je suis professeure titulaire au département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais et je suis la directrice scientifique de l'équipe de recherche. On a le bonheur de pouvoir avoir avec nous aujourd'hui une de nos co-chercheuses qui est Lisa Ellington. C'est une conférence qui va porter sur les motivations, les défis, les besoins des familles d'accueil autochtones. Je vais te laisser, Lisa, passer à la diapo suivante. Quelques consignes, en fait, là, pour maximiser le déroulement de la conférence aujourd'hui. Vous avez remarqué, votre son et vos caméras sont fermés. C'est pour pouvoir s'assurer là, qu'il n'y a pas de, d'ouverture de micro, par exemple, par inadvertance pendant la conférence. Vous pouvez utiliser tout au long en fait de la conférence et puis à la fin, on aura une période de questions aussi, mais tout au long, vous pouvez rédiger vos questions à partir du mode de conversation. Dans la partie soit discussion ou converser là, dans le chat. Euh, Vous avez pu voir aussi là, que nos conférences sont enregistrées. Suite à la conférence aujourd'hui, il y aura un petit montage et puis vous serez informé là, quand la conférence sera disponible en ligne. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube de l'équipe. Évidemment, nous, on vous demande aussi de ne pas enregistrer de votre côté là, par respect pour les personnes conférencières. Et puis, lorsque les personnes conférencières nous autorisent, on donne accès également aux présentations PowerPoint qui vont être déposées sur notre site Web. Euh, un petit mot rapidement sur notre équipe de recherche, si jamais vous ne la connaissez pas. On est une équipe, comme son nom l'indique, là, qui travaille sur le placement et l'adoption. L'ensemble de nos travaux de recherche, en fait, porte sur ces deux grandes thématiques. On est une équipe de recherche aussi en partenariat. À part les 16 chercheurs et chercheuses de différentes universités du Québec, on a aussi des co-chercheurs et co-chercheuses, en fait, principalement des co-chercheuses des milieux de pratique. Et on a 11 partenaires, à la fois dans les milieux institutionnels, les associations de familles d'accueil, puis au niveau communautaire également, et puis avec le ministère de la Santé et Services sociaux aussi. Euh, Vous avez ici à l'écran donc des codes QR qui vous permettent d'accéder à la fois à notre site web, notre page Facebook. On a aussi une page Instagram, LinkedIn et notre chaîne YouTube. Puis vous avez aussi l'adresse courriel de l'équipe si jamais vous en avez besoin. Et maintenant, je peux vous présenter notre conférencière, Lisa Ellington, qui est professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Lisa travaille plus particulièrement avec les communautés autochtones depuis une quinzaine d'années. Elle dirige des travaux de recherche qui touchent à la fois la protection de l'enfance, la gouvernance autochtone aussi au niveau des services sociaux, puis l'expérience des jeunes et des familles autochtones qui sont touchés par ces services, autant les familles d'origine que les familles d'accueil. Et elle s'intéresse également donc aux pratiques professionnelles qui vont façonner l'expérience des familles autochtones dans une optique de sécurisation culturelle. J'ai bientôt fini. Je vous invite tout simplement, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à nos prochaines conférences. Donc, il y en aura une dès la semaine prochaine avec Marie-Pierre Joly sur les résultats de sa thèse de doctorat qui porte sur les défis de l'accueil familial, l'apport de l'éthique critique dans le contexte de la parentalité d'accueil. Et en décembre, on aura également Julie Noël et Déborah Hummel qui vont nous parler cette fois de l'accompagnement des parents, donc des parents d'origine, à partir de la perspective d'intervenants dans le milieu communautaire. Donc, vous avez ici aussi un petit code QR si jamais vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse. Je vais pouvoir maintenant céder la parole à Lisa
Comme je vous disais tantôt, écrivez vos questions si vous en avez. On pourra les ramener vers Lisa à la fin pour une période de discussion. Donc, bonne conférence tout le monde. Merci beaucoup, Geneviève. Puis je tiens à remercier aussi le comité organisateur des conférences, donc Geneviève, Ariane et Lisanne, pour m'avoir invité à la conférence d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un projet de recherche qui entoure les motivations, les défis, les besoins des familles d'accueil autochtones qui hébergent des enfants autochtones au Québec. Petite mise en contexte avant de vous parler du projet en tant que tel. Vous êtes probablement au courant qu'il y a une surreprésentation des enfants autochtones à toutes les étapes de la trajectoire en protection de la jeunesse. C'est le cas au Canada, mais aussi au Québec. Concrètement, ben, ça se traduit par des nombreux placements d'enfants autochtones dans des familles d'accueil non autochtones, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente. Ce qu'on sait des données canadiennes, c'est que les enfants autochtones représentent environ 7,7 de la population des enfants là, âgés de 14 ans ou moins, mais constituent environ 54 des enfants en famille d'accueil. Donc, il y a une très grande surreprésentation. Pour ce qui est des enfants au Québec, ce qu'on sait, c'est que les enfants des Premières Nations sont environ 8 fois plus placés que les enfants autochtones, parfois plus. Ça dépend vraiment là, d'une communauté ou d'une région à une autre. Puis la situation est aussi très préoccupante là, pour les enfants inuits au Nunavik, où il y a des données récentes là, pour l'année 2022-2023 qui nous indiquent qu'il y a 17 de l'ensemble des enfants inuits au Nunavik qui sont suivis par les services de protection de l'enfance et 63 d'entre eux sont placés en famille d'accueil et bien souvent en famille d'accueil non autochtone. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête, aussi des commissions canadiennes, des commissions québécoises qui mettent en lumière les effets négatifs de ces pratiques-là, donc du placement des enfants autochtones dans des familles non autochtones. On peut penser par exemple là, à la perte de l'identité culturelle pour les enfants, les problèmes de santé mentale, d'instabilité, des difficultés relationnelles à l'âge adulte. Donc, plusieurs effets négatifs. Puis, à l'inverse, il y a de plus en plus d'études qui vont souligner qu'il y a quand même certains avantages qui sont associés au placement de ces enfants-là dans des familles d'accueil autochtones, entre autres parce que ben, ce sont des placements qui s'appuient hein, sur les modes ou les réseaux de soutien naturels et qui reconnaissent aussi le droit de l'enfant à la continuité culturelle. Et puis, ça viendrait favoriser la résilience des jeunes. Pour pouvoir promouvoir ce type de placement-là, donc le placement des enfants autochtones dans des familles d'accueil autochtones, il y a eu des modifications législatives autant à la loi sur la protection de la jeunesse que l'arrivée aussi d'une nouvelle loi fédérale. En 2016, notre loi provinciale est venue installer un ordre de priorité de placement dans lequel la famille immédiate ou élargie de l'enfant est vraiment le milieu substitut prioritaire là, quand un enfant doit être placé. Et quand c'est pas possible de trouver une personne dans la famille immédiate ou élargie de l'enfant, on va vraiment prioriser des familles d'accueil régulières autochtones, donc des personnes qui font partie, par exemple, de la même nation ou de la même communauté de l'enfant, qui peuvent l'accueillir en tant que famille d'accueil. C'est un peu ce même ordre de priorité de placement qu'on retrouve aussi dans la nouvelle loi fédérale, qu'on appelle communément la loi C-92, là, la loi sur les enfants, les familles, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui est entrée en vigueur en 2020, donc qui va vraiment venir réitérer cet ordre de placement-là, puis qui va venir aussi mettre de l'avant des principes comme la continuité culturelle et l'intérêt supérieur de l'enfant autochtone, donc qui vient vraiment mettre une nouvelle définition aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et malgré
nouvelles avancées législatives, il y a quand même un grand manque de familles d'accueil autochtones au Québec. C'est un problème qui est encore majeur. On en a parlé à la commission Vient en 2019. Ça a été ressorti aussi dans la commission Laurent qui est arrivée quelques années plus tard. Donc, le fait qu'il manque de familles d'accueil autochtones, ça augmente le risque pour les enfants autochtones d'être placés loin de leur famille et dans des milieux qui ne leur permettent pas de maintenir leur identité et leur culture. Euh, Ce qu'on sait des motivations des familles d'accueil à ce jour dans la littérature, il y a très peu d'études qui ont été menées avec les familles d'accueil au Canada et au Québec et dans le reste du monde. Donc, les recherches ont surtout été menées là, aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il n'y a aucune étude québécoise qui s'est intéressée spécifiquement à la réalité des familles d'accueil autochtones avant la recherche que je vous présente aujourd'hui. Mais ce qu'on sait dans les études existantes, c'est qu'elles vont venir mettre en lumière le fait que les familles d'accueil autochtones sont motivées au départ par le désir de prévenir des pratiques assimilatrices de placement d'enfants autochtones dans des familles non autochtones. Donc, ça fait partie vraiment de leur motivation première. Le désir aussi de préserver l'identité culturelle des enfants leur permettre de rester connectés avec leur langue, avec leur famille, leur territoire, leur culture. Le désir de briser la transmission intergénérationnelle de la négligence et la volonté de transmettre des savoirs traditionnels aux enfants sont aussi des motivations récurrentes dans la littérature. Mais comme je vous disais, au Québec, il n'y avait pas de recherche spécifiquement entourant les réalités des familles d'accueil autochtones et c'est de là qu'est arrivé le projet dont je vous présente les résultats aujourd'hui. Donc, les trois objectifs de ce projet-là, d'abord, c'était de comprendre les motivations des familles d'accueil à exercer ce rôle-là, à devenir famille d'accueil, mais aussi à le rester dans le temps les défis et les enjeux que les familles rencontrent et également les facteurs facilitants et les pistes prometteuses. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, là, je vous présente surtout le premier objectif, mais on va parler aussi là, des deux autres, puisque j'avais envie aussi de vous partager mes premières réflexions en lien avec des recommandations dans la pratique là, pour favoriser le recrutement, la rétention et aussi le bien-être des familles d'accueil autochtones. Donc, pour ce qui est des partenaires de cette recherche-là, il y a 5 partenaires différents. Donc, ici, vous voyez la map du Québec avec des flèches qui indiquent où les entrevues de recherche ont été menées. Et pour les partenaires, on avait avec nous là, le Conseil des Atikamekw de Béjouane, donc pour la communauté de Béjouane, Washat Mak Maniotenam, qui est une communauté Innu, on avait aussi pour les réalités inuites la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et également un organisme inuit, donc Nunavimi Ilagit Papatovigna. Et finalement, pour les réalités des familles d'accueil en milieu urbain, on avait comme partenaire le Centre d'amitié autochtone de Québec. Et j'avais envie, avant de vous présenter les résultats, juste de faire une petite parenthèse sur le monde complexe de l'évaluation, de l'accréditation et du suivi des familles d'accueil autochtones au Québec. Donc, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous là, qui connaissent les réalités des familles d'accueil non autochtones qui sont syndiquées, qui sont souvent représentées par une association représentative là, depuis 2012 qui sont évalués et accrédités de manière générale là, par les CIS et les CIUS, donc les établissements du réseau québécois, alors que c'est un monde de complexité quand on regarde là, les réalités des familles d'accueil autochtones. Donc, je vous ai fait un tableau ici là, que je vais vous présenter les grandes lignes, juste pour vous démystifier là, ces différentes réalités-là. Puis vous allez voir que ça a quand même une incidence là, sur les résultats de la recherche. Il y a des familles d'accueil en milieu urbain qui, elles, sont généralement évaluées et gérées par les CIS et les CIUS, sauf s'il y a une délégation ou une loi autochtone qui prévoit la gestion de ces familles. Le suivi est généralement assumé là, par des intervenants qui sont non autochtones et les familles sont
de façon générale là, syndiqués, donc représentés par une association. Et il va y avoir une distinction entre les familles d'accueil régulières et les familles d'accueil de proximité, qui souvent sont des membres de la famille immédiate et élargie de l'enfant. Et il va y avoir une rémunération de ces familles-là qui va être en fonction de l'intensité des services et ils vont être là, dans le système que l'on appelle SIRTF, qui est géré là, par les CIS et les CIUS, entre autres là, pour la rémunération des familles. Pour ce qui est des familles d'accueil gérées par une communauté autochtone, quand on pense à la réalité de Uashat Makmaniotenam, ce sont des familles d'accueil qui vont être évaluées et qui vont être gérées par la communauté. Qui ne sont pas représentées par une association, mais qui vont quand même là, respecter les critères d'accréditation là, euh, euh, qui sont généralement présents là, pour les familles d'accueil au Québec. Mais le suivi est généralement assumé là, par des intervenants autochtones et il y a également là, des intervenants non autochtones qui travaillent dans la communauté. Pour les familles d'accueil gérées par Obidjouan, elles sont évaluées et gérées par l'équipe d'Obidjouan, soit l'équipe directement en communauté ou l'équipe urbaine. Donc, depuis que la communauté a sa propre loi de protection de la jeunesse, ils ont développé des services là, pour les enfants qui sont à l'extérieur de la communauté. Donc, vont venir faire l'évaluation également là, de plusieurs familles d'accueil qui ne sont pas sur le territoire de la communauté. Euh, Ces familles-là ne sont pas non plus syndiquées et le suivi est généralement assumé par des intervenants Atikamekw et il y a également quelques intervenants non autochtones au sein de leur équipe. Et finalement, pour les familles d'accueil qui résident au Nunavik, elles sont évaluées par un des centres de santé, soit de la baie d'Hudson ou de la baie d'Ungava. Et il va y avoir un processus d'accréditation qui était fait à l'époque de la recherche par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et qui maintenant tranquillement revient dans les mains là, de l'organisme NIP. Ce sont des familles qui ne sont pas représentées par une association. Le suivi et l'évaluation est généralement fait par des intervenants Halunat, donc des intervenants qui sont non inuits. Et il n'y a pas de distinction formelle entre les familles d'accueil régulières et les familles d'accueil de proximité. Donc, c'est un seul processus et les mêmes critères pour l'ensemble des familles d'accueil qui vont recevoir une rémunération fixe. Donc, tout ça était pour vous démêler un peu les choses et vous montrer à quel point là, il y a vraiment des réalités hétérogènes dans le monde des familles d'accueil autochtones. Donc, pour ce qui est de la recherche en tant que telle, j'ai rencontré 40 familles d'accueil autochtones, donc 23 qui étaient des familles d'accueil de proximité, 8 qui étaient des familles d'accueil régulières, 2 des familles d'accueil d'urgence et 7 avec les deux statuts, donc qui étaient à la fois des familles d'accueil régulières et familles d'accueil de proximité. Pour ce qui est des nations, il y a 16 personnes qui s'identifiaient comme Inuits, 8 Atikamekw, 15 Inuits et une personne de la nation Saulteaux. Pour l'âge des participants, ça se situait entre 28 ans et 69 ans avec une moyenne de 43 ans. Et le lieu de résidence, il y a 32 familles d'accueil qui résidaient sur communauté ou dans un village inuit et 9 qui étaient situés en milieu urbain. C'était surtout des femmes, donc j'ai rencontré 4 parents d'accueil qui étaient des hommes et tous les autres participants, c'était des femmes. C'est des entrevues là, qui ont duré entre 1 heure et demie et 2 heures et demie, donc avec une moyenne là, d'environ 1 heure et demie pour les entrevues se sont déroulées soit en anglais, en français ou en inuktitut. Donc, pour les entrevues qui ont été faites en contexte inuit, j'avais une personne qui m'accompagnait là, pour pouvoir agir comme interprète, considérant que la majorité des participants se sentaient plus à l'aise là, de parler dans leur propre langue. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est quand même intéressant, c'est que les familles d'accueil régulières, bien souvent, vont connaître soit les parents ou l'enfant, puisqu'ils vivent dans la même communauté ou qu'ils ont quand même des liens avec les familles d'origine. Donc ça, c'est une particularité du monde autochtone qu'on ne voit pas nécessairement là, chez les familles d'accueil régulières en contexte non autochtone, qui bien souvent là, ne connaissent pas du tout la famille avant d'accueillir les enfants.
Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que concernant les familles d'accueil de proximité, euh, ce sont souvent là, des personnes qui ont des liens significatifs là, préalables avec l'enfant ou les parents, donc souvent des membres de la famille immédiate ou élargie, comme les grands-parents, aussi les oncles, les tantes, les cousins, cousines et parfois aussi les sœurs. Des enfants qui sont hébergés, mais il y a aussi certaines familles d'accueil qu'on va dire de proximité qui ont été évaluées et accréditées comme telles sur la base d'une proximité culturelle. Donc, des personnes qui n'avaient pas nécessairement de lien préalable avec la famille, mais parce qu'elles venaient de la même communauté ou de la même nation, ont été reconnues comme familles de proximité. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a quand même certaines familles de proximité là, qui résidaient déjà avec les parents et avec l'enfant, soit avant le placement, pendant le placement ou après. Donc ça, c'est une particularité aussi là, qu'on a pouvoir là, d'environ un cinquième des familles qu'on a rencontrées là, qui, à un moment ou à un autre, ont aussi vécu avec les parents biologiques. Concernant les motivations maintenant des familles d'accueil autochtones, sans surprise, une des premières motivations pour ces familles-là, c'est vraiment de maintenir les enfants au sein de leur communauté, leur permettre de préserver leur langue et leur culture. Donc, tous les participants ont vraiment souligné l'importance de garder les enfants au sein de leur communauté ou de prévenir leur déracinement, donc vraiment de préserver les liens avec leur patrimoine culturel, leur famille, leur langue et le territoire. Et ça, c'est une préoccupation qui est aussi profondément ancrée, je dirais, dans les expériences collectives de déconnexion et de perte identitaire. Donc, il y a vraiment plusieurs familles d'accueil qui vont mentionner les traumas que les placements d'enfants autochtones dans des familles non autochtones ont pu faire vivre dans leur communauté, que ça fait partie des traumas intergénérationnels qui sont vécus. Euh, dans les communautés autochtones et qu'elles souhaitent vraiment prévenir ça et permettre aux enfants là, de vraiment être plus près de leur identité culturelle. Une autre motivation, c'est le désir de protéger les enfants, donc de leur offrir un environnement qui est bienveillant avec des personnes en qui ils peuvent faire confiance pour qu'ils puissent se sentir en sécurité et déployer leurs forces. Euh, donc, vraiment ce désir-là d'entourer l'enfant de bienveillance. Et on voit un extrait ici, par exemple, de Metchou qui dit, ben, mon petit-fils peut pas se défendre, il peut pas se protéger tout seul, mais moi, je peux le faire pour lui. Je le voyais qu'il mangeait pas bien, le ménage n'était pas fait, et je suis allée habiter avec la mère et mon petit-fils. C'est l'enfant la priorité, c'est mon petit-fils la priorité, c'est lui qui doit rester à la maison. Il a besoin d'une place stable, alors c'est moi qui ai déménagé pour m'occuper de lui comme famille de proximité. Donc, on voit ici que plutôt que de réfléchir à prendre l'enfant et le sortir de son milieu familial, elle a proposé de déménager euh, au sein de la famille pour assurer un filet de sécurité pour son petit-fils. Et c'est une solution qui a été acceptée là, par la communauté où Metchou réside. Une autre motivation, c'est le désir de redonner au suivant. Donc, d'un côté, il y a plusieurs familles d'accueil qui sont vraiment motivées par le besoin de fournir un milieu de vie, des conditions de développement qui sont positives pour les jeunes et de vraiment donner ce qu'elles n'ont pas reçu étant jeune. Donc, vraiment d'offrir un environnement aimant, exempt de violence ou de consommation de substances. Donc, on a des extraits ici, par exemple, Isabelle qui va dire, moi j'ai vu, je suis la personne qui a vu ses parents consommer. Mes parents m'ont appris une bonne chose, c'est de ne pas être comme eux. C'est la plus belle chose qu'ils pouvaient m'apporter dans la vie. Je pense que je suis une bonne personne pour aider les gens à se remettre sur pied. Je crois beaucoup en l'humain, d'aider les autres à trouver leurs propres dons. Et il y a Diana qui nous mentionne, à 17, 18 ans, je me suis débrouillée toute seule. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, seule au monde, à essayer de faire quelque chose de ma vie. J'aurais aimé ça que quelqu'un m'accompagne comme je le fais avec ma nièce.
Et d'un autre côté, on a des familles d'accueil qui souhaitent redonner ce qu'elles ont eu la chance de recevoir dans leur vie. Donc, plusieurs ont aussi vécu dans des environnements sains et aimants où ont vu leurs parents ou d'autres membres de leur famille être famille d'accueil. Donc, elles ont vraiment eu des modèles positifs, puis ont eu envie aussi de reproduire un peu ce rôle-là, d'aider leur communauté en devenant famille d'accueil. Donc, Jenny, par exemple, ici, qui dit si je peux aider un jeune pour la prochaine génération de demain, j'avais besoin de redonner à mon peuple et en même temps de marquer la différence. Et Lydia, qui mentionne j'ai peut-être eu un modèle pour être famille d'accueil. Moi, ma mère a accueilli des enfants et beaucoup d'enfants dans la communauté. Une autre motivation, c'est vraiment le souhait d'aider les parents et d'encourager la réintégration familiale, donc avoir un rôle de mentorat ou de soutien avec les parents biologiques. Euh, et il y a vraiment plusieurs participants qui vont exprimer ce fort désir-là d'aider les parents biologiques à surmonter leurs difficultés, à poursuivre leur démarche de guérison. Et c'est un soutien qui est vu comme étant réciproque. Donc, les parents biologiques sont aussi considérés comme des figures de soutien au sein de la dynamique familiale. Par exemple, vous avez un extrait ici de Phoebe à gauche, qui est une famille d'accueil régulière, qui mentionne qu'elle a accepté que le père biologique des enfants est sa tante juste à côté de sa maison, en se disant, ben, si jamais tu respectes mon espace, ça me dérange pas du tout, et qui va nous dire c'est encore mieux parce que le père pouvait entrer dans la maison, voir les enfants. On pouvait aussi discrètement lui apporter de la nourriture, lui apporter ce dont il avait besoin. Elle va dire I was happy and the kids were more happy because they were near their dad. We help each other. Donc, il y a vraiment ce sentiment de réciprocité ici. Où les familles d'accueil jouent un rôle vraiment avec les parents là, pour encourager éventuellement la réintégration familiale. Et on peut voir un autre extrait ici de Sharon, qui est une famille d'accueil régulière, qui, elle, a proposé aux services sociaux de la communauté d'accueillir une fratrie de 5 enfants, mais aussi d'accueillir la mère pour lui offrir du mentorat et du soutien. Donc, elle a accueilli là, les enfants et la mère pendant une période de 14 à 16 mois et va mentionner que la mère s'est reprise en main, qu'elle est toujours dans le droit chemin aujourd'hui et la mère a récupéré les 5 enfants et ils ont gardé contact. Donc, ce qu'on peut voir aussi à travers l'expérience des familles d'accueil autochtones, c'est qu'elles vont majoritairement percevoir leur rôle comme étant un rôle temporaire dans l'espoir que les parents se rétablissent et puissent jouer leur rôle de parents à nouveau là, avec les enfants. Donc, leur motivation va aussi s'atténuer au fur et à mesure quand elles voient que leur présence devient moins nécessaire, que les parents se sont repris en main ou que les enfants sont prêts à retourner. Donc, on va voir vraiment une diminution de leur motivation au fil du temps si elles voient qu'il y a eu ce rétablissement-là. Donc, il va vraiment avoir une réduction de leur motivation là, de manière progressive. Un autre point qui est intéressant aussi dans les motivations, et ça, c'est ressorti là, chez plusieurs familles d'accueil, et je vous dirais autant chez les familles d'accueil en milieu urbain que les familles Atikamekw, Innu ou Inuit. Donc, la très grande majorité des participants vont baser leur motivation sur le choix de l'enfant et vont vraiment se baser sur les préférences de l'enfant lorsqu'il décide d'accueillir ou non cet enfant-là en famille d'accueil. Donc, c'est vraiment une approche qui est centrée sur l'enfant qui reconnaît l'importance de les écouter et de prendre en compte leurs souhaits dans le processus de placement. Donc, il y a plusieurs familles d'accueil qui vont mentionner à quel point c'est important de laisser les enfants s'exprimer sur le choix de leur famille d'accueil et que c'est vraiment essentiel à leur bien-être psychologique, émotionnel, mental et spirituel.
Donc, plusieurs vont vraiment dire qu'il y a eu tout ce processus-là d'avoir consulté les enfants placés ou éventuellement placés là, pour recueillir leur point de vue en lien avec le placement. Et plusieurs vont mentionner aussi qu'elles ont eu des discussions avec leurs enfants biologiques pour voir ce que les enfants biologiques pensaient d'un placement éventuel d'autres enfants. Donc, dans tous les cas, les enfants sont vraiment impliqués dans dans le processus de décision là, de devenir une famille d'accueil pour un enfant. Et j'avais envie de vous lire ici l'extrait de Natchin qui représente bien cette idée-là que l'enfant n'appartient pas à la famille d'accueil. Donc, il s'appartient et il peut faire des choix. Donc, Natchin nous dit, cet enfant n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, il n'est pas à moi. Je veux que l'enfant ait la liberté de vivre où il veut. Si jamais il veut retourner chez sa mère, même s'il n'a pas 18 ans, je ferai tout pour l'aider. S'il croit qu'il va être heureux, je le ferai pour lui parce que je l'aime beaucoup et seul l'enfant va choisir. Sa mère m'a déjà demandé de le garder et de l'adopter. J'ai juste dit, je veux que l'enfant lui-même ait le choix, prenne sa vie en main où il veut être. Je ne voudrais pas décider à sa place. Tu sais, s'il me dit adopte-moi, là je le ferai, et s'il veut être avec sa mère, je le ferai aussi. C'est pas le système qui doit tout le temps prendre des décisions. Il faut que l'enfant ait aussi le droit de savoir et de décider. Et en ce moment, il est encore trop jeune pour comprendre les choses. Et finalement, une dernière motivation, c'est le soutien financier. Ce n'est pas une motivation principale et c'est ressorti surtout dans les entrevues en contexte inuit. Euh, Parce que la rémunération va quand même venir jouer un rôle important pour permettre aux familles d'accueil de continuer à fournir des soins aux enfants, surtout en considérant que la plupart des parents d'accueil inuits sont sans emploi, donc ils n'ont pas d'autre emploi que celui d'être famille d'accueil. Plusieurs vont rencontrer là, des difficultés socio-économiques, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conditions de vie qui sont très précaires au Nunavik. Les conditions de logement sont difficiles, les perspectives d'emploi aussi. Le taux de pauvreté est très important. Donc, il y a plusieurs participants chez les Inuits, notamment, là, qui vont mentionner que le soutien financier qu'ils vont recevoir en étant famille d'accueil va non seulement répondre aux besoins des enfants placés, mais va aussi permettre d'améliorer la qualité de vie de toute la famille. Donc, il y a souvent une cohabitation intergénérationnelle, une cohabitation de plusieurs personnes là, dans les habitations au nord. Donc, cette rémunération-là va vraiment permettre là, d'assurer une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de la famille et vont mentionner que sans cette aide-là financière, ben, probablement qu'ils n'auraient pas pu accueillir les enfants. Ce qu'on peut constater de ces différentes motivations-là à devenir et à rester famille d'accueil, on peut voir que c'est vraiment conforme aux perspectives puis aux conceptions de la famille chez les Premières Nations et les Inuits. Donc, on peut voir que les participants voient la famille comme un concept qui est très large, puis même les familles d'accueil régulières qui sont des membres de la communauté vont souvent se considérer comme étant membre d'une grande famille, puisqu'elles connaissent assez bien l'histoire, la culture, la langue de la famille et de l'enfant. Donc, on voit vraiment qu'il y a une responsabilité qui est partagée à l'égard des enfants pour les garder dans la communauté ou pour les garder dans la culture. Donc, il y a vraiment ce lien-là très fort, même là, des familles d'accueil régulières qui vont se considérer là, comme une grande famille qui entoure les enfants. Et on voit aussi la place de l'enfant, à quel point c'est important. Donc, le fait que les enfants s'appartiennent, qu'ils sont libres de faire des choix, qui méritent d'être entendus et d'être écoutés dans le processus de placement, donc qui sont des grandes décisions qui vont affecter leur vie. Donc, l'importance de mettre l'enfant au cœur des décisions et d'écouter son point de vue, ça ressort de cette recherche-là et on l'a vu aussi dans bien d'autres recherches là, qui ont été menées avec des familles autochtones de manière générale, sans être des familles d'accueil. Et on voit aussi qu'il y a des valeurs autochtones qui sont très présentes là, dans l'expérience de ces familles-là. Donc, le respect,
Donc, le respect de la place de l'enfant, mais aussi de la place des parents biologiques, toute la notion d'entraide, de réciprocité, de partage aussi avec les parents biologiques. Certains vont même parler de coparentalité. Donc, on voit vraiment ces valeurs-là qui ressortent là, dans les réalités des familles d'accueil qu'on a rencontrées dans le cadre de la recherche. Pour ce qui est maintenant des facteurs qui favorisent le rôle de famille d'accueil, il y a quand même plusieurs facteurs puis qui vont différer aussi en fonction de l'endroit où est la famille d'accueil et aussi de l'organisation des services qui est autour d'elle. Euh, donc, plusieurs familles d'accueil qui vont mentionner qu'est-ce qui a favorisé leur rôle. Ça a été entre autres de recevoir du soutien pour l'enfant placé. Euh, ça, c'est surtout ressorti dans les entretiens en milieu urbain et chez les Inuits et les Atikamekw, euh, qui vont mentionner qu'elles ont eu du soutien pour l'enfant qui était placé. Entre autres, dans l'offre de services pour ces enfants-là. Donc, en milieu urbain, ce qui est vraiment ressorti, c'est que la proximité des services de santé, des services sociaux, des services spécialisés, donc de psychologues, orthophonie, neuropsychologues, physio, etc., pour les enfants, que ça pouvait vraiment être utile et que ça facilitait grandement leur rôle. Également, le fait d'avoir des organismes autochtones en milieu urbain. Plusieurs ont parlé là, des centres d'amitié autochtone ou encore du centre communautaire Missinac ou Mamuk situé à Québec qui vont offrir des services pour les enfants et entre autres pour les enfants placés et que ça va permettre à ces familles d'accueil-là de se sentir soutenues dans l'exercice de leur rôle. Euh, En contrepartie, on voit aussi que les familles d'accueil en milieu urbain vont dire que les établissements du réseau, donc les CIS ou les CIUS, ne connaissent pas nécessairement les programmes, les services autochtones et c'est parfois compliqué de devoir leur expliquer le tout. Alors que dans les communautés, ce qui va être mentionné spontanément par les familles d'accueil, c'est que ben, tout le monde connaît les programmes autochtones, tout le monde sait c'est quoi un numéro de bande et le principe de Jordan, par exemple, qui est un principe qui permet là, aux enfants autochtones de moins de 18 ans de recevoir différents services de santé et de services sociaux gratuitement, même des ressourcements en forêt ou sur le territoire, par exemple. Donc, ça offre vraiment une gamme de services variés et ce sont des programmes qui sont très connus dans les communautés, beaucoup moins connus en milieu urbain. Euh, les familles qui sont sur communauté, entre autres les familles Inuit et Atikamekw, vont mentionner là, que cette connaissance-là des services et des réalités autochtones va être très aidante et le fait d'avoir des intervenants autochtones également qui parlent la langue, que ça peut être aidant là, pour les services qui sont offerts à l'enfant. Concernant le soutien reçu en tant que famille d'accueil, il y a aussi plusieurs éléments qui vont venir favoriser le rôle, qui vont soutenir les familles d'accueil dans l'exercice de leur rôle. Euh, Entre autres, les familles d'accueil Inuit et Atikamekw, qui sont gérées par leur communauté, vont mentionner qu'elles ont été davantage soutenues. En fait, c'est davantage ressorti là, dans les entrevues qu'elles ont ressenti ce soutien-là par les intervenants aux ressources de leur communauté et qui vont souvent faire le petit plus pour les soutenir dans l'exercice de leur rôle. Et on a un extrait ici qui représente clairement ça. Donc, Metchou qui va dire l'intervenante aux ressources de la communauté m'a dit qu'elle pouvait m'aider pour que je sois capable de prendre mon petit-fils avec moi. J'étais pas vraiment très en forme dans ce temps-là. Il fallait aussi faire le ménage. Et l'intervenante aux ressources est venue m'aider. Elle est venue faire le ménage. Et elle s'est organisée avec le service des immeubles parce que j'avais deux armoires à réparer et le plancher à changer pour la sécurité de l'enfant. Et elle m'a dit, tu peux l'envoyer à la garderie, on va t'aider pour faire les démarches. Donc, vous voyez qu'il y a quand même ce soutien-là qui est assez important, qui n'est pas juste là dans l'exercice du rôle de famille d'accueil, mais aussi dans le soutien à cette famille-là pour qu'elle puisse remplir les critères d'évaluation et d'accréditation pour être en mesure d'accueillir leur petit-fils. Donc, on voit que les intervenants sont quand même très investis et souvent vont un peu sortir de leur rôle.
d'intervenants aux ressources pour vraiment permettre aux familles d'accueil là, d'être en mesure d'assumer ce rôle avec les enfants. Donc, ça, c'est vraiment très ressorti là, dans les familles d'accueil qui sont gérées là, par une communauté, donc les familles Innu et les familles Atikamekw. Euh, Ce qu'on voit aussi dans les communautés, c'est les liens plus étroits aussi ou la collaboration plus étroite entre différents services. Donc, on le voit également dans l'extrait, donc entre les services sociaux et les services des infrastructures ou des immobilisations pour soutenir des modifications sur le plan du logement, par exemple. Donc, il semble avoir cette concertation-là entre ces services-là qui ont des rôles et des mandats tout à fait différents mais qui vont se parler pour s'assurer là, que les enfants puissent rester au sein de leur communauté. Donc, cette approche concertée est davantage ressortie là, dans les entrevues avec les Inuits et les Atikamekw. Vont aussi mentionner qu'ils ont eu un soutien financier plus rapide lors de l'accréditation pour combler les besoins de l'enfant. Donc, il y avait davantage de flexibilité dans les paiements avec une reddition de compte plus souple aussi et plus flexible où ne sont pas obligés, par exemple, d'avoir une facture à part pour les frais de l'enfant placés parce que c'est connu dans les très petites communautés que si on fait ça, ben, on risque d'identifier très, très facilement des enfants qui sont en situation de placement et ils peuvent être rapidement étiquetés. Donc, il va y avoir une flexibilité là, dans cette reddition de compte-là pour éviter justement la stigmatisation des jeunes qui sont hébergés en famille d'accueil. Euh, Certaines vont mentionner aussi qu'elles ont eu besoin de soutien psychologique et ça ressort là, dans les entrevues que c'est plus facile d'avoir accès à des services spécialisés pour la famille d'accueil lorsqu'elle réside en milieu urbain. Et en contrepartie, on voit que les ressourcements en forêt et les répits, ça, ben, on voit que c'est quelque chose qui a grandement facilité l'exercice du rôle de famille d'accueil, et particulièrement pour celles qui résident en communauté, où elles vont avoir accès à des moments de répit, à ces ressourcements-là sur le territoire, et qui vont souvent mobiliser le territoire aussi pour faire des activités avec les jeunes enfants qui sont placés et qui vont mentionner que ce lien au territoire-là est très important et qu'elles en ont besoin pour se ressourcer, pour ensuite continuer d'assumer leur rôle de parents d'accueil. Et d'autres vont mentionner aussi d'autres formes de soutien informel et formel qu'elles ont reçues, entre autres le soutien des employeurs pour avoir une flexibilité d'horaire et également le soutien reçu par les parents biologiques et par la famille et les amis. Concernant maintenant les facteurs qui ont un impact négatif sur le rôle de famille d'accueil, donc il y a plusieurs défis. Il y a des défis structurels, il y a également des défis personnels et familiaux. Je vais vous présenter plus particulièrement là, les défis structurels aujourd'hui. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. D'abord, le processus de recrutement, d'évaluation et d'accréditation particulièrement là, chez les Inuits et en milieu urbain, c'est perçu comme étant long, fastidieux, non culturellement sécuritaire et parfois discriminatoire. Donc, il y a des familles d'accueil qui nous ont décrit comment certaines questions dans le processus d'évaluation et d'accréditation peuvent paraître insultantes ou ne sont pas nécessairement comprises. On voit ici quelques extraits où Phoebe nous dit il y a des questions qui sont très intrusives, qui sont très personnelles. Puis tout de suite après, on a des questions comme est-ce que tu as une carte de santé d'assurance maladie valide? C'est un peu weird. Puis des fois, les questions ne sont pas claires. Par exemple, quand il s'est fait demander qu'est-ce que tu considères comme étant le bien et le mal, elle dit ben c'est un peu abstrait comme question. Je savais pas du tout quoi répondre. Euh, et il y a Maggie qui mentionne aussi qu'il devrait y avoir des lignes directrices différentes pour les Halunat, donc les non-Inuits les familles d'accueil Inuits, parce qu'en ce moment, les mêmes questions sont demandées aux deux. Et elle s'est fait demander, par exemple, est-ce que tu vas enseigner l'Inuktitut aux enfants? Est-ce que tu vas les amener sur le territoire ou en camping?
Et elle mentionne, ben, you know, I'm Inuk, it's our life, it's what we do, that's my language, Inuktitut, you know. Donc, elle trouvait étrange de se faire poser des questions comme ça alors qu'elle incarne la culture et la langue de l'enfant. Même chose pour Jenny qui mentionne, euh, je fais tout, mais quand l'intervenante de la DPJ me le demande, justement, c'est insultant. Ils doivent me rencontrer pour savoir ce que je fais culturellement qui rejoint la jeune placée. Qu'est-ce que je fais culturellement? Me poses-tu vraiment cette question-là? Je comprends pour les familles allochtones, je comprends tout ça, mais moi, ça me rejoint pas. Euh, il y a une autre personne qui mentionne aussi que les processus sont parfois très longs. Donc, va dire, va mentionner pour la rétribution, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple avec ma communauté. Donc, c'est une famille en milieu urbain. Et va dire, bon, parce qu'ici, on a passé l'étape de l'accréditation, ça a été très long et tout le temps qu'on a gardé l'enfant du mois d'octobre 2019 jusqu'au mois de mai 2020, on était des postulantes, on n'avait presque rien pour subvenir aux besoins de cet enfant-là. Euh, Dans les conditions structurelles, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, le manque de logements ou de chambres dans les communautés pour accueillir les enfants, donc la crise du logement dans les communautés, ça peut être un obstacle majeur. Donc, certaines familles d'accueil vont ressentir beaucoup de culpabilité de ne pas pouvoir accueillir d'autres enfants parce que leur logement est inadapté ou n'ont pas suffisamment de chambres, et d'autres qui vont mentionner là, que les critères euh, de l'espace, là, donc le fait d'avoir une chambre pour l'enfant seul sur le même étage que le parent, par exemple, vont trouver que c'est un peu un non-sens, là, considérant les habitations que l'on peut retrouver au sein des communautés autochtones et que ces critères-là vont vraiment être un frein pour accueillir des enfants chez elles. D'autres vont mentionner aussi la complexité du processus de gestion et de supervision des contacts entre l'enfant et les parents et vont vraiment souhaiter avoir plus de flexibilité. Donc, la très grande majorité des parents d'accueil vont mentionner que les contacts parents-enfants entre l'enfant et les parents biologiques sont essentiels, autant pour le bien-être de l'enfant que pour les parents biologiques et les parents d'accueil. Donc, c'est vu comme étant un incontournable, mais vont mentionner que les services de protection de la jeunesse vont imposer des règles strictes et des conditions qui vont entourer ces contacts-là. Et c'est vu comme étant un facteur qui aggrave les situations et les traumas qui sont vécus par les enfants. Donc, Phoebe, par exemple, ici, nous dit I felt like I wasn't able to connect with the family, which is really what I wanted to do the most. The foster children were like in prison with me, where I had to say they cannot see their father until this or this day. It was really hard, all those rules around contacts, it made everything worse. The system is not working anymore with how they take the child away and parents are not allowed to see them. It just breaks everything. Intergenerational broken hearts. Donc, elle va vraiment mentionner que les enfants, elle a l'impression qu'elle place les enfants en prison de par le fait que la gestion des contacts est très complexe. Et on va voir aussi que certaines familles d'accueil vont adopter des stratégies euh, à l'extérieur des systèmes de protection de la jeunesse ou vont autoriser ou gérer elles-mêmes les contacts puisqu'elles estiment que ces contacts-là sont très importants. Mais parfois, ça peut créer des tensions avec les équipes en protection de la jeunesse quand elles se rendent compte qu'il y a des contacts qui ont été réalisés sans nécessairement qu'elles soient au courant. Euh, D'autres défis culturels, structurels et culturels, il y a vraiment une incompréhension qui est ressortie par les participants, donc qui vont mentionner que les intervenants non autochtones ne comprennent pas toujours les pratiques éducatives autochtones. Donc, autant la manière que les parents biologiques prennent soin de leurs enfants, mais que les familles d'accueil autochtones prennent soin des enfants. Euh, donc, vous êtes peut-être au courant que chez plusieurs familles d'accueil et plusieurs familles biologiques autochtones, les pratiques éducatives sont vraiment basées surtout sur la liberté, le principe de non-ingérence, le fait qu'un enfant va apprendre par essai et erreur,
par observation, par expérimentation. Donc, il n'y aura pas nécessairement un cadre rigide, un encadrement très serré et strict avec des règles claires qui vont venir avec des conséquences, parce qu'il y a une manière de favoriser l'autonomie des enfants qui se fait différemment et ces pratiques-là ne sont pas nécessairement reconnues par les intervenants non autochtones qui vont souvent demander est-ce qu'il y a un cadre plus rigide dans euh, dans le cadre là, qui est donné aux enfants qui sont hébergés. Et parfois, ben, ça peut créer des tensions ou ça peut poser problème pour les familles d'accueil autochtones et qui vont mentionner que de manière générale, là, elles vont parfois adopter certaines réactions comme l'humour, par exemple, le fait de rire, et que ça aussi, ça peut être mal interprété par les intervenants. Donc, deux extraits ici qui représentent bien ce que je viens de vous parler. Donc, Claudine, qui habite en milieu urbain et qui mentionne, des fois, on va rire dans des situations difficiles. C'est pas parce qu'on s'en fout, mais c'est parce que c'est notre manière de survivre et de passer à travers. On communique pas pareil, ça fait que des fois, j'ai l'impression que les intervenants de la DPJ nous jugent. Et Stéphanie, qui est également en milieu urbain, euh, va mentionner, ben, il aurait fallu l'encadrer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup comme dans une petite boîte, mais nous, on ne voulait pas le garder en boîte. On peut voir aussi dans les défis structurels qu'il y a, de manière générale, les parents d'accueil vont mentionner qu'elles manquaient d'informations sur l'enfant hébergé ou sur le rôle de famille d'accueil et sur les services accessibles. Donc, je vous résume ici ce que Will mentionne. Donc, il dit qu'il y a un enfant qui est arrivé chez lui, puis c'est comme si on l'avait laissé à la porte sans aucune information, aucune documentation. Donc, il n'était pas au courant si l'enfant avait des problèmes de consommation, s'il y avait des allergies, s'il y avait des mauvaises habitudes, s'il y avait des peurs, c'est quoi les problématiques qui étaient sous-jacentes au placement de cet enfant-là. Et il va mentionner que le manque d'informations va faire en sorte qu'il n'est pas nécessairement capable de s'adapter en tant que famille d'accueil aux besoins de chacun des enfants, donc des besoins qui peuvent être très différents. Donc, il va dire que parfois, ça peut faire en sorte qu'on a des familles d'accueil brisées donc qui vont devenir épuisés dans leur rôle et qui vont finir par se désister, ce qui va créer une instabilité dans les situations des jeunes qui vont devoir être relocalisés dans une autre famille d'accueil. Donc, il va vraiment dire que ce manque d'informations-là va générer un paquet de conséquences négatives, là, autant pour le parent d'accueil que pour l'enfant autochtone qui est hébergé. Euh, Un autre défi structurel, c'est l'offre de formation qui est quasi inexistante ou une offre de formation qui est non culturellement sensible. Donc, comme je vous le mentionnais au début, la majorité des familles que j'ai rencontrées ne faisaient pas partie d'une association représentative, donc n'étaient pas syndiquées et n'ont pas nécessairement accès à l'offre de formation qui est généralement offerte par les syndicats. Et dans les communautés autochtones, il n'y a pas nécessairement du moins pas dans les communautés des familles que j'ai rencontrées, une offre de formation globale ou avec des ateliers et une programmation spécifique pour les parents d'accueil. Et pour celles qui sont syndiquées et qui vivent en milieu urbain, vont venir dire que l'offre de formation n'est pas nécessairement culturellement sensible, que ça ne concerne pas spécifiquement leur réalité et leur culture et que ça pouvait également poser problème. Donc, quelques extraits ici où on voit que c'est presque unanime là, que ça prendrait des formations, du counseling, d'offrir ça à l'ensemble des familles d'accueil, puisque c'est des enfants qui viennent avec des réalités, des problématiques. Donc, d'avoir vraiment une programmation pour soutenir les familles d'accueil, avoir des ateliers pour les aider, leur donner plus d'outils, par exemple sur comment parler aux enfants et que ces outils-là, que la programmation soit vraiment culturellement sécuritaire, donc intègre les réalités autochtones, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement, là, où les formations ne sont pas données dans la langue. Et vont parler de réalité là, sans considérer les spécificités vécues là, par ces familles d'accueil-là.
Et finalement, c'est le dernier défi dont je vais vous parler avant d'en arriver à mes réflexions sur comment on pourrait améliorer le tout et entendre vos questions. Il y a des défis aussi qui sont personnels, des défis familiaux, entre autres des familles d'accueil qui vont mentionner que c'est pas toujours facile de s'ajuster à ce nouveau rôle-là, de bien comprendre leur rôle de famille d'accueil. Qu'on ne leur a pas toujours non plus expliqué hein, les limites de ce rôle-là, ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles ne pouvaient pas faire dans leur rôle de famille d'accueil, toutes les questions d'autorité parentale, par exemple, qui détient cette autorité-là dans les prises de décision. C'est pas toujours facile là, de s'ajuster au nouveau rôle et de prendre soin de soi dans le rôle de parent d'accueil. Donc, plusieurs vont avoir également là, des enfants biologiques. Ça peut créer des tensions dans le milieu familial d'accueillir des enfants d'accueil. Le fait d'avoir du temps pour soi là, dans cette nouvelle réalité-là, ça peut être pas évident. La conciliation travail-études, famille aussi est ressorti comme étant un défi assez majeur. Et ce qui est ressorti également dans plusieurs entrevues, c'est que il y a des traumas qui peuvent ressurgir alors que les parents sont dans leur rôle de famille d'accueil. Vous n'êtes pas sans savoir que les peuples autochtones ont vécu des pratiques d'assimilation qui ont engendré des traumas intergénérationnels. C'est le cas des parents biologiques, mais c'est aussi le cas des familles d'accueil autochtones qui ont pour plusieurs été exposés ou ont vécu des traumas. On peut penser aux pensionnats. Donc, il y a des grands-parents qu'on a rencontrés qui ont vécu les pensionnats, qui ont vécu également là, des relocalisations forcées, qui ont été obligés dans leur enfance là, de bouger d'une communauté à une autre. Euh, il y a des personnes qui ont été témoins aussi de l'abattage des chiens de traîneau au Nunavik. Plusieurs aussi ont été placés dans leur enfance. Euh, ont vécu des choses très difficiles dans leur propre trajectoire de vie et ont vécu des choses très difficiles lorsqu'elles étaient familles d'accueil. Il y a quand même une dizaine de familles d'accueil qui ont vécu des choses, là, des drames assez importants alors qu'elles étaient dans l'exercice de leur rôle. Par exemple, le décès de leur propre enfant. Le décès d'enfants qui étaient hébergés, l'incarcération d'un membre de la famille, je pense aux décès aussi qui ont pu survenir dans la communauté, qui leur ont fait vivre de multiples deuils, le suicide des personnes proches aussi. Évidemment, ce contexte-là très difficile fait en sorte que, il y a des traumas qui peuvent ressurgir. Donc, on voit ici quelques exemples. Donc, Sophie qui dit, après le suicide de mon fils, j'ai pris un moment, j'avais de la tristesse. Donc, elle a pris une pause dans son rôle de famille d'accueil puisque c'était trop difficile à assumer pendant ce moment-là. Les enfants ont été relocalisés pendant une certaine période et sont ensuite revenus chez elle. Rosalie qui mentionne, j'ai vécu des affaires rough dans ma vie. Moi aussi, j'ai vécu des placements avec mon propre fils. J'ai eu de la misère avec la vie. Et ça faisait une secousse que j'avais arrêtée. Je consommais pas quand j'ai commencé à être famille d'accueil, mais à un moment donné, j'ai rechuté pendant un bout et j'ai arrêté d'être famille d'accueil à cause de ma consommation. Et Phoebe qui va mentionner qu'elle a été relocalisée d'une communauté à une autre quand elle était enfant, que le père biologique des enfants qu'elle héberge a été un survivant des pensionnats autochtones qui a aussi été relocalisé avec sa famille. Elle va mentionner que ça fait beaucoup de douleur, beaucoup de peine et de souffrance qui n'est pas nécessairement abordée. Et elle va mentionner que tous ces traumas intergénérationnels-là, en appelle à la nécessité de guérir, tout le processus de guérison à la fois pour l'enfant, les parents biologiques, mais aussi pour la famille d'accueil. Euh, et Elisabeth qui va mentionner qu'elle a accueilli des enfants là, qui ont vécu des abus physiques ou des abus sexuels et que personne lui a offert une aide spécifique pour lui demander comment elle s'est sentie, puisque ça a ravivé des traumas chez elle, étant donné qu'elle a vécu des expériences qui sont similaires. Donc, elle mentionne qu'il faudrait avoir un espace pour parler de ces difficultés-là. Donc,
va mentionner que les enfants qu'elle héberge ont vécu souvent des traumas, mais qu'elle aussi euh, vit ces mêmes traumas-là. Et qu'il y a vraiment ce besoin de pouvoir en parler pour éviter justement que ça devienne trop lourd et que les familles d'accueil se désistent. Donc, beaucoup de résultats que je vous ai présentés en peu de temps. J'espère que je ne suis pas allée trop rapidement. Mais tout ça amène à faire plusieurs réflexions pour améliorer le recrutement, la rétention, le bien-être des familles d'accueil autochtones. Ces réflexions-là ont été n'émanent pas juste de moi, là. Donc, ça a été réfléchi avec les 5 partenaires de la recherche. Euh, qui vont mentionner plusieurs solutions potentielles pour mieux accompagner les familles. Donc, entre autres, vont mentionner que pour faciliter le recrutement et le repérage des familles d'accueil autochtones potentielles qui ont un maximum de proximité culturelle avec les enfants, ben, que ce serait bien d'inclure des questions sur le statut autochtone, la communauté, la nation dans les formulaires d'évaluation et d'accréditation, particulièrement en milieu urbain parce que ça pourrait permettre de faire un pairage plus adéquat si on sait qu'une famille d'accueil qui est postulante est Inou et qu'elle vient de Pessamit et qu'on a un enfant qui vient de cette communauté-là qui doit être hébergé, ben, en ayant rapidement cette information-là dans les informations là, qui concernent la famille d'accueil, ben, ça permettrait de vraiment plus rapidement faire un pairage pour assurer la continuité culturelle des enfants. Euh, Aussi comme solution, ben, quand une famille d'accueil postulante n'a pas nécessairement de lien significatif préalable avec l'enfant, comme on a vu là, dans l'échantillon de familles d'accueil que j'ai rencontré, certaines d'entre elles étaient reconnues comme familles de proximité sur la base d'une proximité culturelle. Donc, le fait de réfléchir à accréditer ces familles-là sur cette base-là, donc d'être reconnues comme famille de proximité, ça fait en sorte qu'il y a des critères d'accréditation qui sont différents, qui sont un peu plus souples et qui permettraient peut-être plus facilement à des familles autochtones de recevoir l'accréditation et éventuellement pouvoir être famille d'accueil. Euh, Évidemment, sans surprise, le fait de prévoir des formulaires différents et culturellement sensibles pour les familles d'accueil autochtones qui connaissent déjà la culture de l'enfant versus les familles non autochtones pour qui c'est vraiment pertinent de poser des questions sur la continuité culturelle et la manière dont la culture de l'enfant sera préservée. Donc, vraiment de repenser aux différents formulaires là, pour rendre les questions plus culturellement sécuritaires. La question aussi de modifier les critères d'accréditation concernant les logements, concernant les chambres ou encore de développer des programmes ou des incitatifs pour que les familles d'accueil autochtones postulantes puissent soit modifier leur logement ou encore avoir accès à des logements plus grands pour pouvoir accueillir des enfants en tant que famille d'accueil. C'est le cas actuellement au Nunavik. Il y a un programme en fait, il y a une directive là, qui s'appelle la directive concernant l'attribution des unités de logement à loyer modique qui va prioriser les ménages qui souhaitent devenir famille d'accueil dans l'attribution de logements plus spacieux. Donc, c'est déjà une chose que ça existe, mais c'est quand même très peu connu et il n'y a pas nécessairement de programme similaire ailleurs. Donc, ça pourrait être intéressant de développer ce type de programme-là pour enrayer une partie des difficultés ou des défis structurels là, que les familles d'accueil autochtones rencontrent. Et aussi toute la réflexion là, entourant le rôle que souhaitent avoir les familles d'accueil avec l'enfant, mais aussi avec les parents. Je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de voir comment ils perçoivent leur rôle avec les parents biologiques parce que on voit dans les résultats de l'étude que plusieurs d'entre elles souhaitent jouer un rôle, que ce soit d'aide, de soutien, d'aide mutuelle ou réciproque ou encore de mentorat. Donc, ça peut être intéressant de leur demander pour vraiment les mobiliser dans cette aide-là qui peut être apportée aux parents pour encourager la réunification familiale. Ça amène aussi à réfléchir à différentes modalités quand un placement est nécessaire. Vous avez vu à travers les résultats qu'il n'y a pas juste une manière d'être famille d'accueil. Donc, on a des parents d'accueil qui ont intégré le domicile familial pour soutenir les parents biologiques et assurer un filet de sécurité pour les enfants. Donc, je pense qu'on peut réfléchir
à ce type de solution-là, quand on a à placer un enfant autochtone en milieu substitut, ben, plutôt que de le déplacer, hein, pourquoi pas intégrer une personne qui peut assurer une supervision et un filet de sécurité. Ça peut être une piste créative bien intéressante. Euh, des parents biologiques aussi et leurs enfants qui vont intégrer le domicile de la famille d'accueil, donc comme on l'a vu dans un des exemples. On pourrait aussi réfléchir à deux familles d'accueil différentes, donc la grand-mère et l'oncle, par exemple, qui pourraient héberger un enfant en se partageant des tâches afin d'éviter l'épuisement. Et ça peut peut-être paraître, ceux qui travaillent en contexte non autochtone pourraient peut-être se dire que ça pourrait créer de l'instabilité pour les enfants. Mais ce qu'on a vu là, dans d'autres recherches qui ont été menées en lien avec les placements, c'est qu'on voit que généralement, quand un enfant va se déplacer à l'intérieur même de sa famille ou de sa communauté, c'est pas nécessairement perçu par les communautés ou les acteurs autochtones comme étant de l'instabilité pour l'enfant. euh, Puisque plusieurs enfants, même qui ne sont pas placés, vont être amenés à avoir plusieurs donneurs de soins au cours de leur vie. Donc, on pourrait ramener cette idée-là également en réfléchissant au placement pour avoir peut-être deux personnes qui sont des donneurs de soins, un peu en garde partagée, mais comme une famille d'accueil, pour éviter que les enfants soient placés dans des familles d'accueil non autochtones. Donc, c'est toujours le questionnement qu'on a là, quand on réfléchit à ces solutions-là. Euh, Lors de l'évaluation des familles d'accueil, on propose aussi de modifier les questions qui entourent l'engagement à long terme pour refléter la perception du rôle de famille d'accueil autochtone, donc qui voient surtout leur rôle comme étant temporaire. Donc, quand ils se font poser la question, est-ce que vous voulez être là de manière permanente avec avec l'enfant? Voulez-vous être là jusqu'à ses 18 ans? Plusieurs vont se sentir mal à l'aise de répondre à cette question-là ou vont dire, ben, ça dépend, je ne le sais pas, ça va dépendre de comment la situation évolue. Euh, donc, je pense que ça pourrait être pertinent de remoduler cette question-là en fonction du fait que les parents d'accueil voient leur rôle comme étant vraiment quelque chose à court terme en prévision de la réunification de l'enfant avec les parents. Euh, Ce qui est ressorti beaucoup aussi comme piste de solution par les familles d'accueil autochtones elles-mêmes, c'est vraiment d'adopter une approche holistique où le bien-être de l'enfant, celui de la famille d'accueil et celui des parents et de la communauté sont interreliés. Vont vraiment dire d'arrêter de travailler en silo et que toutes ces personnes-là sont au cœur du bien-être de l'enfant et que pour, euh, pour en arriver à un bien-être global de l'ensemble des personnes, ben, il faut avoir une approche holistique qui considère l'ensemble des acteurs présents dans la vie d'un enfant, dans l'intervention, donc de ne pas exclusivement se centrer sur l'enfant ou exclusivement se centrer sur la famille d'accueil ou sur les parents biologiques, par exemple, là, de vraiment offrir du soutien et de l'aide à l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Euh, et finalement, d'autres pistes, je pense qu'il y a vraiment un besoin de recevoir de l'information, euh, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour le fait d'être famille d'accueil. Donc, les droits et les obligations des familles d'accueil, le soutien qui peut être offert, les programmes autochtones qui peuvent être offerts autant pour les enfants que pour les familles d'accueil. Donc, je pense que le fait de rendre accessibles ces informations-là, de créer des outils, ça pourrait être vraiment très utile. Euh, Prévoir peut-être une formation spécifique aux intervenants non autochtones sur la sécurisation culturelle, sur les pratiques éducatives autochtones, la parentalité en contexte autochtone, les styles parentaux pour vraiment comprendre euh, le, le- le vécu des parents d'accueil autochtones et comment ils exercent leurs différents styles parentaux. Donc, ça pourrait être vraiment pertinent de développer des formations entourant cela. Créer des formations aussi spécifiques pour les familles d'accueil autochtones. Je pense entre autres aux approches sensibles au trauma, là, qui sont des formations qui sont données aux familles d'accueil non autochtones et qui pourraient être très utiles là, pour les familles d'accueil autochtones en intégrant l'idée là, des traumas intergénérationnels et comment on peut composer avec les traumas. Euh, donc,
ça pourrait être bien utile. Et au-delà de la formation, ben, prévoir des espaces et des opportunités de guérison. Donc, les familles d'accueil vont vraiment dire, bon, c'est important qu'on ait des espaces pour pouvoir le faire, avoir accès à du ressourcement en forêt, des répits pour la famille d'accueil, mais aussi des espaces de guérison entre la famille d'accueil et l'enfant, donc des activités qu'elles peuvent faire ensemble, mais aussi des activités conjointes entre l'enfant, les parents biologiques et les parents d'accueil pour pouvoir offrir des espaces de guérison à l'ensemble des acteurs qui sont concernés là, par les situations de placement. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation. Puis je vais arrêter le partage pour pouvoir répondre à vos questions. Un grand merci, Lisa. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris des choses dans ta présentation. Merci beaucoup. J'invite les gens à partager des questions dans le chat. Je suis certaine, en fait, que ça doit quand même susciter toutes sortes de réflexions, effectivement, là, tu sais, entre les pratiques en lien avec les milieux autochtones, puis les pratiques dans les milieux non autochtones aussi. Tu sais, des fois, il y a des choses quand même qui peuvent être intéressantes pour nous amener à réfléchir plus largement sur nos pratiques. Là, dans le fond, pour le moment, dans le chat, on avait une question qui est plus peut-être technique, mais il y a Chantal de Montigny qui demandait si tu pouvais donner le nom de la directive en lien avec le logement au Nunavik. Oui, c'est la directive concernant l'attribution des unités de logement à loyer modique au Nunavik. Donc, désolé, c'est un peu long comme directive. Euh, Si vous voulez plus d'informations, là, dans le dernier rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, donc la CDPDJ, en mai 2024, ont sorti un rapport là, sur les réalités des enfants au Nunavik et la protection de la jeunesse et vont parler entre autres de cette directive-là, là, le fait qu'elle existe, mais qu'elle est, elle est encore très méconnue. Euh, ou sous-utilisés. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, là, il y a dans ce rapport-là euh, différentes informations là, concernant la directive au Nunavik. Super, merci beaucoup. Sinon, ben, je vois quand même des commentaires défiler un peu dans le chat, là. Les gens te remercient, ont apprécié la présentation, ont trouvé ça très intéressant. Euh, Moi, je vais me permettre peut-être de te poser une question pour laisser le temps peut-être aux gens aussi, si jamais ils en ont qui leur viennent en tête. Mais tu nous as parlé au début, en fait, un peu là, ah, merci, je pense qu'Ariane nous a mis un lien vers le document dont tu as parlé pour le Nunavik. Merci, Ariane. Super. Euh, c'est ça, tu nous as parlé au début. En fait, j'ai trouvé très intéressant ton tableau sur les différentes réalités des familles d'accueil autochtones dans les différents contextes en milieu urbain, quand ils sont en communauté, puis chez les Inuits également. Euh, les distinctions, donc famille d'accueil régulière, famille d'accueil de proximité, même si on voit que finalement, dans plusieurs situations, il y a comme une fluidité, si on veut, entre ces deux types de familles d'accueil-là. Euh, je ne cacherai pas mon intérêt. Moi, je m'intéresse aux familles d'accueil banque mixte. Fait que je me demandais, en fait, je voulais te poser la question pour que tu puisses élaborer un peu plus là-dessus. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des familles d'accueil banque mixte au niveau autochtone? Puis sinon, qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas? Ou si tu peux nous parler un peu plus de cette réalité-là, en fait. C'est une très bonne question. Il y a quelques années, il y avait la possibilité d'avoir des familles d'accueil banque mixte, donc des familles, pour ceux qui sont moins familiers, là, des familles qui ont un intérêt pour adopter les enfants, donc qui s'inscrivent en tant que banque mixte pour éventuellement, là, quand l'enfant est admissible à l'adoption, pouvoir accueillir l'enfant. Euh, pour ce qui est des familles d'accueil non autochtones, ce n'est plus une option possible avec la nouvelle loi fédérale qui est arrivée là, qui impose euh, une réévaluation régulière des situations et qui fait en sorte là, que les adoptions plénières ne sont plus possibles. Il y a très peu de familles d'accueil banque mixte au sein des communautés. Ce n'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie des pratiques pour diverses raisons. Euh, Entre autres parce que on a cette idée que la réunification familiale est toujours
le point vers lequel on veut retourner, donc l'importance de l'unité familiale et le fait aussi que chez les Premières Nations, il y a ce qu'on appelle la garde coutumière qui existe et qui est encore très pratiquée, là, même en dehors du système de la protection de la jeunesse, où des personnes de la famille pourraient prendre soin d'un enfant de manière temporaire ou permanente par cette pratique-là coutumière, euh, qui va être beaucoup plus utilisée à la fois en protection de la jeunesse qu'en dehors du système, là, plutôt que de réfléchir à des adoptions plénières qui ne peuvent pas ou qui, de manière générale, ne sont pas réversibles. Donc, cette idée-là de permanence dans les projets de vie, le fait qu'on sort du système en vivant une adoption plénière, puis qu'on ne peut pas changer d'idée par la suite en fonction de l'évolution de la situation des parents ou de l'enfant, c'est pas nécessairement quelque chose qui est privilégié ou qui est favorisé en contexte autochtone. Euh, donc, pour répondre à ta question, on ne devrait plus voir de familles d'accueil banque mixte qui accueillent des enfants non autochtones et on ne voit pas vraiment cette pratique-là non plus en contexte autochtone là, pour les différentes raisons là, que j'ai mentionnées. Je ne sais pas si ça répond, Geneviève. Oui, 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 tout à fait. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est l'idée que les enfants autochtones, dans le fond, on ne les confiera plus, on ne devrait pas les confier à des familles non autochtones, banque mixte. Puis parce que les pratiques d'adoption sont différentes aussi. Tout à fait. Et même pour les familles qui ne sont pas banque mixte, ça peut arriver à certains moments. Il y a des familles d'accueil que j'ai rencontrées qui ont adopté certains enfants, mais à ce moment-là, c'est parce que l'enfant était d'accord, l'a demandé et les parents biologiques étaient d'accord, l'ont demandé. Et là, quand il y a vraiment eu un consensus sur l'idée d'avoir une adoption plénière, de tout le monde parce que c'était plus simple, que ça facilitait la vie de tous, ben là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est possible. Mais la porte d'entrée pour ça ne sera pas la banque mixte. Ça va être vraiment là, en fonction du point de vue de l'enfant puis du point de vue des parents, toujours, là. Donc, il y a aussi ça que je voulais préciser. Super, merci beaucoup. On a aussi un autre commentaire de Chantal de Montigny qui dit bravo, une recherche nécessaire qui vient combler un vide. Il faudrait qu'elle soit entendue par un maximum de membres des personnes, du personnel, des CIS et des CIUS, dans le fond, ou des DPJ. Est-ce qu'il y a une diffusion de prévu de ce côté-là? Ben, comme Ariane l'a mentionné un peu plus loin dans le chat, là, c'est ça, la conférence étant enregistrée aujourd'hui, elle va être disponible sur YouTube, en fait accessible à tous. Donc, c'est quelque chose qui peut très certainement être partagé. Mais sinon, je ne sais pas si Lisa, tu es aussi disponible si jamais il y a des endroits qui veulent t'inviter plus spécifiquement ou plus formellement à aller présenter tes résultats aussi au sein de certaines équipes, par exemple. Ben oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, je suis dans la co-création avec les partenaires de la recherche de fiches synthèse qui viennent résumer les résultats de chacun des volets. Donc, des fiches spécifiques là, pour le milieu urbain, pour les familles Atikamekw, les familles Innu et les familles Inuit. Donc, ce sera bientôt disponible. Puis, j'ai déjà fait des présentations avec le CIUS de la capitale nationale, donc pour le milieu urbain à Québec, pour leur partager les résultats de la recherche et voir là, quelles initiatives pourraient éventuellement être faites à Québec là, pour les familles d'accueil en milieu urbain sur notre territoire. Et j'ai partagé aussi une partie de ces résultats-là dans le cadre de différents comités là, au ministère de la Santé et des Services sociaux qui réfléchissent à comment on peut faire mieux là, pour s'assurer de respecter l'ordre de priorité de placement quand on a des enfants autochtones, parce que le recrutement des familles d'accueil autochtones est vraiment très difficile partout au Québec. Ben, je pense que le recrutement de familles d'accueil, point, est un enjeu majeur un peu partout. Donc, il y a une partie des résultats qui ont été également partagés avec le ministère. Mais effectivement, là, s'il y a des établissements, là, des CIS et des CIUS ou d'autres partenaires qui auraient un intérêt là, à repenser leurs pratiques d'évaluation et d'accréditation pour les familles d'accueil autochtones. Ça me fera bien plaisir de partager les résultats avec eux, puis de réfléchir à des solutions potentielles aussi qui sont adaptées aux différentes réalités de leurs régions respectives. Super, merci beaucoup. Je veux remercier aussi Philippe Boucher qui, dans le chat, a donné le lien là, vers le rapport de la CDPDJ là, dont a parlé Lisa concernant le Nunavik, encore une fois.
Euh, je vois pas d'autres questions dans le chat. Euh, donc, peut-être, en fait, te remercier à nouveau, Lisa, de ta présence ce matin, d'avoir partagé avec nous ces résultats qui étaient vraiment fort intéressants. Et puis de remercier aussi également les gens qui ont pu assister puis écouter à cette présentation-là. Je pense que les gens continuent en fait à mettre des commentaires par rapport à leur appréciation dans le chat. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, donc on se reverra la semaine prochaine, même heure, même poste, pour la présentation de Marie-Pierre là, concernant l'accueil familial. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci à l'équipe, puis merci aux personnes qui ont participé à la présentation d'aujourd'hui.